Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Théora TV. Aujourd'hui, je suis avec Laurent et je suis avec Marie et nous allons tenter de définir ce qu'est le couple sacré. Donc nous allons partir de la définition du couple et aller voir un petit peu comment nous pourrons définir ce qu'est le couple sacré. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Bonjour. Du coup, Laurent, je te présente en deux mots. Tu accompagnes par la psychothérapie, tu accompagnes par l'hypnothérapie, par les soins énergétiques. Tu es coach en entreprise, mais tu accompagnes, on va dire, absolument tout le monde. Donc des enfants, les ados, les adultes, les hommes, les femmes, les couples, les groupes. Donc vraiment, tu sais faire et tu vas pouvoir nous être très utile dans cette émission pour venir regarder et aborder le rapport entre deux personnes dans ce couple sacré. Avec joie. Marie, du coup, les gens te connaissent déjà un petit peu s'ils ont regardé les autres émissions, mais tu accompagnes les gens à oser se révéler. Donc, tu utilises la PNL, la CNV, l'hypnose, les soins esséniens, pardon. Tu utilises des pratiques chamaniques et des pratiques quantiques. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même très important dans la vie d'aujourd'hui et je pense dans la vie de l'ensemble de l'humanité à tout point de vue, c'est la définition du couple. Alors le couple, si je regarde dans un dictionnaire, c'est pas très sexy ce qui en sort, ça fait pas rêver pour dessous. Et le couple, c'est deux personnes, souvent un homme et une femme, qui sont réunis dans une même activité. Donc du coup, c'est assez particulier. Quelle est cette activité que le couple essaye de créer et de se réunir? Enfin, c'est assez fou de voir que le couple se définit uniquement par finalement cette volonté à deux de faire quelque chose. Et puis je voulais aussi définir le couple sur une petite citation qui moi me fait beaucoup rire, tellement elle me parle. C'est que le couple c'est résoudre à deux des problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul, et c'est Sacha Guitry qui dit ça. Vraiment c'est la définition de ce couple, c'est à la fois quelque chose d'assez basique, deux personnes qui effectivement s'unissent en tout cas d'une manière ou d'une autre pour vivre. Et puis, on a aussi l'idée que c'est quand même la source de beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, beaucoup de révélations, et que finalement, c'est pas si simple que ça, le couple. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se construit enfant, peut-être, dans une image du couple, c'est-à-dire l'image de nos parents, finalement, et puis l'image des Disney qu'on regarde, la princesse, le prince, l'image peut-être des films peut-être un petit peu moins Disney qu'on va regarder et qui vont nous donner une idée comme ça de ce que peut être un couple. Et puis, il y a aussi le conditionnement culturel. Donc, effectivement, on voit des couples, on nous dit ça, c'est un couple. Et finalement, on se met en couple, mais on ne sait pas tellement vraiment ce que c'est. On ne sait pas trop, finalement, ce qu'on attend de ce couple-là, et finalement le prince n'en est pas un, mais c'est pas non plus on veut pas forcément reproduire le couple de nos parents, et donc du coup là-dedans c'était un espèce d'équilibre assez difficile. Comment est-ce qu'on arrive à se construire dans le couple et quelle est l'idée du couple? Peut-être que du coup Laurent, tu pourrais nous expliquer du coup comment une personne peut imaginer le couple et comment finalement à l'intérieur de nous on a cette envie peut-être de passer à une étape autre, à aller encore plus loin que finalement l'image qu'on s'est créée. Oui, volontiers. Dans ce que tu disais, il y a des choses vraiment très importantes autour du couple. Il y a une notion de vivre avec, de vivre ensemble. C'est pas vivre à côté ni vivre contre, c'est vraiment ensemble, c'est-à-dire l'un avec l'autre ou les uns avec les autres. Ça veut dire aussi derrière ça et cette notion de communion, être uni avec une personne. Alors ça veut dire que à partir du moment où on estime qu'on doit vivre ensemble, ou qu'on a une activité, même si c'est pas très sexy, à réaliser ensemble, on va essayer de créer un lien. Donc on va se poser la question de savoir comment faire pour créer ce lien, sachant on recherche tous ce lien-là. Le lien, il est vraiment fondamental. Sachant aussi que l'absence de lien, ça peut être défini par la négligence. Donc ça, c'est intéressant à la lumière de ce que l'on peut vivre dans nos couples ou pas, ou dans nos expériences, ou dans ce qu'on peut voir. Et donc là, dans cette idée de vivre ensemble et vivre avec, on est influencé, comme tu le disais, par le contexte social, par le contexte culturel, par cet inconscient collectif dont parle Jung, par l'image de nos parents,
ce que l'on dit en psy, toutes les figures que l'on a introjectées, euh, tout ce que l'on voit à la télé, par le fait d'être peut-être pour moi né en France à cette période-là. Mai 60 me concerne, donc voilà, symboliquement, ça représente quelque chose aussi par rapport à une certaine liberté. Donc il y a vraiment cet environnement social, culturel qui vient définir notre vision du couple. Et on peut peut-être juste penser à cette idée d'organisation patriarcale dans laquelle on a baigné depuis très très longtemps. Peut-être qu'on est en train un petit peu de s'en éloigner, mais cette organisation d'un pouvoir patriarcal, elle est quand même très fortement ancrée en nous. Elle vient nous façonner, en tout cas, elle est venue me façonner à un certain moment. Elle est venue façonner mon identité psychologique, mon identité sociale. Et ça veut dire aussi que, alors peut-être que pour les femmes, c'est le cas aussi. Pour les hommes, il me semble qu'on est encore influencé par cela, même si je pense qu'on a plutôt intérêt et plutôt envie de s'en détacher. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on remet en cause ce système-là, ça veut dire qu'il faut qu'on en invente un autre. Et je pense que ça sera en grande partie la discussion que l'on aura, et peut-être même vers le couple sacré. Mais comment est-ce que l'on passe d'une organisation où la parole du père ou la parole du masculin, la présence du masculin est dominante euh, et vaut presque parole d'évangile, vers une organisation où une organisation, un système, un couple, une relation, un modèle qui va nous permettre de vivre à deux quelque chose ensemble, tout en demeurant chacun une personne complète et autonome. Bon, donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui, ne serait-ce que quand on dit ça, on se dit, ok. En tout cas, moi, je me dis, ok. Donc j'ai un modèle quand même qui est dans lequel j'ai essayé de rentrer ou duquel j'essaye de m'échapper, mais il est quand même fortement présent euh, et des influences diverses, peut-être aussi mes expériences passées, tout simplement. Donc oui, une influence extérieure et aussi intérieure très forte à partir du moment où je viens rentrer en relation avec quelqu'un, et notamment dans cette relation d'intimité qui est le couple, euh, très forte dont je n'ai pas obligatoirement particulièrement conscience. C'est ça, et ça sera l'objet aussi de nos discussions et de tout le travail qu'on a à mener, le travail entre guillemets, toute cette évolution qu'on a à mener en tant que personne pour bien vivre son couple, d'après moi. Oui, oui. C'est un gros chantier, oui. Marie, du coup, est-ce que tu veux rebondir sur ce que vient de proposer Laurent? Quelle est ta définition à toi, finalement? Quelle est l'image que tu as du couple et de cette envie, peut-être, d'aller vers quelque chose de plus grand et peut-être de plus satisfaisant que ce qui a été défini par ce qu'on a vécu ou par l'image qu'on peut en avoir de notre enfance ou de la culture dans laquelle on vit? Ben moi, je suis toujours joyeuse quand on vient me chercher sur ce thème-là du couple, parce que pour moi, c'est une aventure extraordinaire. Et c'est vraiment comme ça à chaque fois que je la définis. Et souvent, je la définis même pas forcément plus précisément que ça, mais simplement déjà de poser qu'en fait, pour moi, vivre un couple, vivre le couple, c'est pour moi vraiment une aventure extraordinaire. Des fois, je me dis même qu'on est un peu foufou de chercher absolument à vouloir vivre l'expérience du couple dans notre vie terrestre, parce que c'est vraiment un chemin, c'est un véritable chemin, un cheminement en fait, que ce soit un cheminement sur soi, un cheminement chez l'autre, un cheminement à deux. Et quand on voit déjà les sacrées ressources de courage qu'il faut avoir déjà pour cheminer avec soi-même, et quand on se dit qu'effectivement on a l'envie, l'élan là qui nous prend comme ça dans le ventre de vouloir partager ça à deux, ben oui, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je salue à chaque fois les gens qui tentent cette aventure, vraiment. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir l'évolution, effectivement, comme Laurent est en train de le dire. On est vraiment dans un monde qui est en train de bouger. Alors, encore une fois, je vais rester aussi sur le contexte de la France, parce que voilà, de notre culture un peu occidentale, parce qu'après, voilà, dans les autres parties du monde, c'est des modèles aussi très différents. Mais bon, globalement, on est en train de vivre effectivement des grands passages de transition par rapport aussi à ce que c'est que le couple et à sortir d'un grand nombre de conditionnements. Et c'est vrai que de là où on est parti, et c'est pas si vieux que ça, nos parents, nos grands-parents, des mariages organisés où on se choisit pas, où on choisissait pour nous,
c'est des modèles qui sont pas si lointains. Oui. Donc vraiment, cette révolution du couple, pour moi, elle est vraiment toute fraîche. Et donc, ça laisse un champ des possibles extraordinaire, encore une fois. Et en même temps, waouh, quoi. Il y a le champ des possibles, donc justement, où on va, comment on va, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et ce qui me venait là aussi, en écoutant, de dire, tiens, là, on parle du couple. Et en même temps, qu'est-ce que c'est bon d'oser se dire que je ne suis pas forcément obligée d'être en couple. Oui. Et donc ça me venait de le poser aussi en début d'émission, là, parce que je crois qu'aussi dans cette révolution, où on n'est plus dans l'obligation voilà, où on choisit plus à notre place notre partenaire, on se choisit, etc., etc. On a aussi de plus en plus maintenant la place de prendre du temps et d'être seul et de sortir de ce regard de la société qui dit ah bon mais toi t'es tout seul, mais comment ça se fait, c'est pas normal, t'es pas encore rencontré quelqu'un. Et ça, je vois que c'est aussi en mutation, parce que pour moi il y a un éveil des cœurs, il y a un éveil des consciences qui fait qu'on se donne plus de temps de se rencontrer d'abord. Oui, c'est Voilà. ça, se rencontrer soi d'abord, et pour pouvoir après peut-être échanger, voire même ne pas avoir forcément besoin d'échanger. Oui, tout à fait. Ça m'était venu en préparant cette émission, effectivement, ce sujet de la solitude, en fait pas de la solitude, mais du choix d'être seul et de ne pas former un couple. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'avec mon mari, j'ai vu qu'on n'était pas forcément d'accord en fait sur cette notion-là, parce que c'est pas si simple que ça, que de l'intégrer par rapport à tout ce qu'on en connaît dans la société. Donc du coup, bon, on va quand même regarder, nous, le couple aujourd'hui, dans la difficulté qu'est cet exercice, et puis également dans la difficulté peut-être de transcender tout cet exercice pour aller voir derrière ce qui peut se cacher comme trésor, comme finalement, si c'est une chasse au trésor, le couple, pourquoi pas, de savoir comment est-ce qu'on arrive à trouver finalement, et est-ce qu'il existe ce trésor, est-ce qu'on est capable d'aller le chercher. En deuxième point, du coup, je voulais aborder l'amour, parce que quand même, effectivement, et merci de l'avoir soulevé, dans l'ancien, dans tout ce que nos familles ont traversé, l'amour n'était pas forcément là dans le couple. C'était des choix qui étaient faits pas par nous et qui n'étaient pas du tout liés à ce qu'on pouvait ressentir. Alors je ne doute pas qu'il y ait quand même eu de l'amour, peut-être qui se soit créé, en tout cas, parce qu'il y avait un intérêt commun, peut-être d'apprendre à connaître l'autre, même si on ne l'a pas choisi, et peut-être que parfois ça pouvait matcher, être fantastique. Mais je pense quand même qu'effectivement, l'amour, c'est quelque chose qui vient compliquer ou vient simplifier, je ne sais pas vraiment. Ce couple d'aujourd'hui, c'est quand même particulier. Aujourd'hui, on s'aime et donc on se met en couple. C'est pas l'inverse. C'est pas on se met en couple et après on s'aime. C'est on s'aime et puis on se met en couple. C'est pratiquement en même temps, on va dire que ça se crée. Mais c'est rarement le fruit du hasard. C'est quand même l'amour est là, présent, ou en tout cas une image de ce qu'on peut avoir envie d'amour. Et donc je voulais aborder cet amour parce que l'amour, il n'est pas forcément pur, spirituel. Il n'est pas forcément cet élan comme ça qu'on peut avoir dans le cœur, qu'on peut ressentir quand même au fond de soi, et que tout le monde ressent au fond de soi. Il peut être lié à de l'attachement à quelqu'un. Il peut être lié à des conditions, donc c'est l'amour conditionnel, à l'inverse de l'amour inconditionnel. Et que ça déjà, c'est une sacrée épreuve que d'aller regarder le couple sous cet aspect-là que de l'amour, et de comprendre les différentes sortes d'amour quelque part qui peuvent jouer par rapport à nos croyances, par rapport à nos blessures, et du coup de savoir qu'il existe peut-être un niveau, c'est pas des seuils à monter, mais en tout cas un endroit où on est en paix, en tout cas dans l'amour, quoi. Est-ce que Marie, du coup, tu veux parler de ça? Est-ce que tu veux me parler de l'espace dans lequel on est bien avec l'autre? L'amour, j'adore. Vraiment, c'est vraiment pour moi le cœur, en fait, parce que effectivement, maintenant, quand on voit qu'on dit qu'on est dans cette évolution, on se choisit parce qu'on s'aime. Waouh, on a l'élan pour quelqu'un, le cœur qui boum boum boum, qui se met dans tous les sens, et on se dit ah ça y est, c'est l'amour de ma vie, c'est waouh. Et quel chemin à nouveau pour comprendre ce que c'est que l'amour, en fait. Et aujourd'hui, je prétends pas avoir découvert dans l'intégralité ce qu'est l'amour. Pour moi, c'est une découverte permanente dans mon expérience, dans mon histoire. Par contre, il est certain que ce que j'ai vraiment profondément traversé, et c'est sans doute ce que je peux partager dans nos échanges d'aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à démêler
un grand nombre de croyances et de conditionnements, effectivement, d'héritages familiaux, de modèles reçus, de mes propres blessures, qui font que j'ai souvent confondu l'amour avec l'attachement, avec une forme d'attachement, avec une forme de je cherche chez l'autre ma béquille. Donc j'ai connu un couple où, comme il y avait beaucoup de pans en souffrance à l'intérieur de moi, eh bien mon cœur faisait clac. Il allait s'amarrer comme par hasard avec la personne idéale qui venait, entre guillemets, combler ce manque, cette blessure, cette faille. Sauf que sur la durée, comme la vie nous secoue et nous fait avancer, il y a un moment où on se rend compte que mais alors est-ce que c'est ça l'amour ? Est-ce que c'est aller chercher chez l'autre ce qui nous manque ? Est-ce que c'est avoir l'illusion, parce qu'aujourd'hui pour moi c'était une illusion, hein, de pouvoir combler ce qui nous manque et aller chercher l'amour de l'autre pour s'aimer. Voilà, donc il y a vraiment, c'est magique pour moi vraiment d'aller rencontrer l'amour et de vraiment se demander, lorsque j'entre en relation avec quelqu'un de manière amoureuse, parce qu'on parle bien de relation amoureuse quand on rentre dans le couple, donc le mot amour il est contenu dedans à chaque fois, mais pour autant je peux vivre une relation amoureuse, mais qu'il y ait au milieu de toute cette relation énormément, j'allais dire de parasites, et en même temps c'est ce qui nous fait grandir, mais oui, de sortes de parasitage qui finalement brouillent un peu, et c'est ce qui fait que souvent on voit beaucoup de couples aussi à un moment donné qui finissent par se casser un peu la figure, parce que c'est quoi les fondements, quoi. Et oui. En fait, l'amour il était fondé sur quoi au départ quand on s'est rencontrés? Est-ce que c'est une attirance hors norme sur le physique? Est-ce que, ce qui est très important aussi, vraiment dans le couple, faut pas négliger ces aspects-là aussi. Est-ce que c'est d'aller chercher à combler quelque chose que j'ai pas eu? Est-ce que c'est ce que je vais retrouver papa ou je vais retrouver maman dans la personne que je choisis? Donc il y a vraiment un nombre de facteurs pour moi vraiment très très nombreux en fait qui rentrent en compte dans la relation amoureuse et souvent de manière complètement inconsciente. Donc on est mis en mouvement. Enfin, je vais parler pour moi, encore une fois, je parle pour mon histoire, pour le vécu des personnes que je peux accompagner. Souvent, on est mis en mouvement comme ça de manière inconsciente dans nos relations amoureuses et clac, on enclenche le lien, l'histoire, on se met à vivre ensemble, etc. Et on n'est pas à les regarder finalement. On n'est pas à les regarder. Ce qui fait que souvent, nos premières histoires, elles peuvent être des histoires magnifiques. Il y en a qui, du coup, toute leur vie, ça y est, ils ont trouvé tout de suite, ils arrivent à évoluer ensemble et c'est pour moi merveilleux. Mais ça fait aussi qu'on peut vivre des histoires où, à un moment donné, comme on évolue à chaque instant, il y a quelque chose qui se décale. Et là, on se rend compte que peut-être que c'était pas l'amour. C'est-à-dire, comment je pourrais le dire pour terminer Pour moi, une relation de couple vraiment dans l'amour, aujourd'hui, elle est vraiment d'abord dans un amour de moi-même, en fait. Oui. Et parce que je suis dans un amour de moi-même, je vais dans un amour total de ce qu'est l'autre et de cette personne qui partage ma vie et avec qui je partage la mienne. Mais je peux vivre cet amour à deux, je peux vivre cet amour dans le couple parce que je le goûte pour moi tous les jours. Oui. Voilà mon curseur à moi, en fait. Voilà. Mais je t'en remercie, c'est un beau curseur quand même, mine de rien. C'est un sacré chemin que de s'aimer soi-même déjà. Moi j'avais tendance à dire, et ça vexait un peu mon mari, mais je lui disais souvent, en fait je n'ai pas besoin de toi, je t'ai choisi par plaisir de t'avoir à mes côtés, mais je n'ai pas besoin de toi. Et je me rendais compte que j'étais la seule à dire ça autour de moi, c'était pas, mais c'est simplement que je me rendais compte que c'était pas à lui à venir finalement guérir ou à venir combler. Mais par contre, j'appréciais tellement être avec lui que c'était à ses côtés que j'avais envie d'avancer et de régler tout ça. Mais quelque part, j'avais pas envie d'attendre que ce soit lui qui vienne combler ça. Alors, c'est vrai qu'au début, ça l'a vexé un peu, que j'ai pas besoin de lui. Mais en fait, c'est juste parce que c'est un plaisir. Voilà. Et je tiens à ce que ça reste le plaisir de partager des choses ensemble. Et moi, je règle mes problèmes et mes blessures et mes valises, entre guillemets, de mon côté toute seule, pour pouvoir être totalement bien avec lui après, quoi. Ça peut être une façon, je dis pas que je tiens la vérité, je dis juste que ça a été toujours ce que j'ai dit, en fait, et c'était instinctif de dire non, mais je dois pas le voir lui comme un sauveur, c'est pas le sauveur, c'est un choix, et je suis bien avec lui, c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas de sauveur, et il n'y a pas d'idée que j'ai besoin qu'il me sauve ou qu'il m'aide. Voilà, c'était vraiment
C'est le soutien quand je vais pas bien, mais c'est aussi l'idée que je me débrouille, que je suis autonome, que je me débrouille un petit peu toute seule, quoi. Et je compte pas sur lui, on va dire, pour aller bien, voilà, pour aller mieux. Du coup, Laurent, est-ce que tu veux psychanalyser ce que je viens de dire? Non, non, Est-ce que non, c'est grave, docteur? c'est ça, non. Est-ce que tu veux parler du coup de cet amour-attachement, du coup, vraiment, où on vient confondre? Ouais. Qu'est-ce que l'attachement finalement? Qu'est-ce que... Oui, et peut-être, juste avant l'attachement, peut-être, en tout cas dans ma réflexion, mais c'est aussi les Grecs et cette philosophie antique qui parlait de cela, où on distinguait, tu parlais tout à l'heure de niveau, d'une certaine façon, dans l'Antiquité, on définissait aussi avec des barreaux, une échelle, et en fonction de différents barreaux, on qualifiait l'amour d'une certaine façon. Alors c'est plus ou moins évolué. Disons qu'on va dire qu'il y a une hiérarchie d'évolution dans ces différents termes. Oui. Et l'une des premières formes d'amour, c'est Eros. Eros, c'est le dieu de l'amour. C'est pas Eros sexualité Non, obligatoirement, oui, hein. oui, tout à fait. C'est l'Eros dans le sens l'amour-passion. Quand je suis raide dingue amoureux, c'est aussi un amour érotique, mais pas obligatoirement sexuel, dans le sens je te désire, tu es beau, tu es belle, tu me fais jouir, etc. C'est un amour voilà, très passionnel, très fusionnel quand même. Et ça, c'est une forme d'amour, souvent, en tout cas, dans laquelle il y a une espèce de magie comme ça Oui, qui opère. Et on va voir aussi que dans cette forme d'amour fusionnel, passionnel, l'espace de l'un et de l'autre est un petit peu plus compliqué à trouver. On fait tout et ensemble, oui, on est et on, oui. et le jeu dans ce on-là, il a un peu de mal à exister. C'est ma moitié, je vous présente ma moitié. Ok, ça veut dire par définition que je suis pas très complet. Si l'autre c'est ma moitié, elle vient me compléter. Alors tout ça, et on y est bien hein, dans cette fusion, mais c'est une forme particulière d'amour. On peut aussi parler d'un autre niveau, d'un autre degré peut-être d'amour, qui est l'amour filia, l'amour amitié. L'autre est mon égal, je te respecte, je t'admire, j'aime nos différences, je suis bien avec toi, je suis bien sans toi, je suis mieux avec toi, euh, Mm. mais c'est ok si je suis sans toi aussi, tu es, voilà, j'aime être avec toi et tu me fais du bien, c'est différent quand même, et ça devient un peu plus j'allais dire respectueux, mais sans jugement, mais juste il y a plus de place pour l'individu, l'individuation, l'individualité pour les personnes. Et puis il y a une troisième, il y a une troisième peut-être forme encore peut-être un peu plus évoluée ou sacrée ou je ne sais pas comment il faut le qualifier Mm. d'amour qui est l'amour agapé, qui est cet amour état de grâce, cet amour gratuit. Euh, où il n'y a plus d'attente finalement, il y a vraiment de la générosité derrière, dans le sens plus d'attente. Je fais le don de quelque chose. Euh, L'agapé, c'est pas de l'ordre de l'avoir, c'est vraiment de l'ordre d'être. C'est de l'énergie, c'est ce qui fait tourner le monde. Hein. C'est ce qui fait aussi, je sais pas, l'état que peut-être définissait tout à l'heure Marie, ou dont parlait Marie, ouais, cet état de grâce d'une certaine façon, d'une certaine façon. Alors c'est bien quand on essaye d'arriver là-haut. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est quand même un but, voilà, un objectif assez intéressant à viser, parce que c'est quand même cet amour qui fait tourner l'univers et les étoiles. Et puis, et quand même se poser les questions de savoir, ok, comment est-ce que j'ai envie de vivre une relation amoureuse, un couple, sur quelles valeurs, et puis comment est-ce que j'ai envie d'être aimé moi-même. Ça permet peut-être de commencer à se poser les questions de ah ouais, mais alors où est-ce que j'en suis moi dans ma capacité à aimer l'autre de la façon dont j'aimerais être aimé moi-même et qu'est-ce qui m'en empêche? Et là, on commence le travail en profondeur, d'aller voir tout ce dont vous parliez, c'est-à-dire nos cadres et peut-être nos limites et nos modèles et nos peurs et nos croyances et nos expériences, voire même nos traumas. Bon, pas trop, s'ils sont pas trop agissants, on va les laisser tranquilles, mais voir quand même tout ça pour aller débroussailler, aller explorer, parce que je suis d'accord avec Marie à 100%, ou 300, je sais pas, mais c'est une sacrée aventure. Donc aller explorer aussi à l'intérieur de nous qui on est pour se recréer en tant que personne de façon
apporter qui on est dans cette relation qu'on doit aussi explorer, créer et expérimenter. Ça, c'est un beau chemin. Et dans ce chemin-là, la relation d'attachement, de mon point de vue, elle va être fondamentale. Cette relation d'attachement qui fait que, vous savez, le bébé est biologiquement programmé, génétiquement programmé à aller chercher de la proximité à l'extérieur et à aller chercher de la sécurité. Alors comment est-ce que je fais quand ces figures-là qui étaient censées me donner de la sécurité n'ont pas été présentes, par exemple, ont été peut-être ambivalentes dans leur façon d'apporter du lien ou de prendre soin du bébé. Et là, je parle en tant que père et je vois très bien, peut-être je pourrais regarder encore un peu plus, mais je vois aussi quand est-ce que j'ai été peut-être sécure, quand est-ce que j'ai été absent, quand est-ce que j'ai répondu parfois oui, parfois non, pour quelle raison, j'en sais rien moi-même. Quand est-ce que j'ai essayé de, je sais pas quoi, faire avec mon enfant. Et ça veut dire que derrière, en tant que parent, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça veut dire aussi que l'enfant, en fonction des réponses qu'il obtenait de la part de son environnement, c'est ça la théorie de l'attachement, c'est en fonction de mes besoins, ou plutôt en fonction des besoins, j'aimais quelque chose, l'environnement va me répondre d'une certaine façon, ça me convient, ça me rassure, c'est ok, je le fais une fois, deux fois, ça marche, alors je répète, et puis si ça marche pas, j'emploie j'utilise une autre stratégie pour aller essayer de récupérer de la proximité, du lien dont on parlait tout à l'heure, et puis de la sécurité pour répondre à mes besoins. Et en fonction des stratégies qui vont fonctionner, je vais les ancrer, je vais les imprimer, je vais les utiliser, les réutiliser. Et puis, il y a un moment où, à 50 ans, je vais continuer de les utiliser, je ne vais pas comprendre pourquoi, et je vais peut-être dire à un moment, mais c'est peut-être plus la bonne. Mais ça suppose aussi d'aller les voir. Donc, ça aussi, c'est une aventure assez extraordinaire. Et cette théorie de l'attachement, elle est vraiment fondamentale pour l'enfant, bien sûr. En tout cas, ça a été une révolution en psychanalyse, puisqu'on parlait de la psychanalyse. C'est Bowlby, c'est les années 1960, 1980, 2, 5, je ne sais plus, 80, 82. Et elle a des influences sur notre façon de rentrer dans une relation. Et déjà, comment est-ce que j'exprime mes besoins? Déjà, comment est-ce que j'arrive à en prendre conscience? Et quelle est la forme de demande que je formule à la personne en face de moi, dans l'hypothèse où j'ai besoin de lui demander quelque chose. Mais ça, c'est lié à mon histoire et la façon dont mes parents, globalement, généralement, me répondaient à mes besoins. Donc, est-ce que je réutilise la même stratégie que celle que j'utilisais il y a un certain nombre d'années maintenant? Ou est-ce que j'ai réussi à en changer? Et est-ce que je peux au moins prendre conscience de cela? Parce que si j'en prends pas conscience, on dit en psy, le passé dont on n'a pas pris conscience vient se répéter. Il arrive comme quelque chose d'étranger, mais il fait juste écho à l'état interne, en fait, dont on n'a pas pris conscience, dont on n'a pas porté notre attention sur. Je crois que ce travail-là, il est pas sûr qu'on puisse en faire l'économie, de mon point de vue, pour vivre une relation plus ou moins consciente, en couple notamment. Et en même temps, je ne crois pas qu'on puisse en faire l'économie parce que je crois que dans le couple, c'est là où ça vient se révéler, peut-être encore plus fortement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'autre, peut-être c'est la transition sur la suite, mais l'autre, on va choisir le partenaire idéal. On va vraiment choisir le partenaire idéal pour, si on en a envie, pour bosser ou pour aller voir les dossiers dont on a besoin d'aller voir, pour aller voir les sujets qui viennent nous influencer encore de manière plus ou moins consciente. Donc oui, pour la grande aventure. Merci. Voilà. Donc le couple, cette grande aventure, ce Fort Boyard quelque part, où on va venir déjà se regarder par rapport à se regarder soi, se dépasser peut-être, avancer, résoudre des choses pour soi et voire même résoudre des choses vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est finalement de voir à quel point c'est un espèce d'accélérateur d'évolution personnelle, si on veut bien se donner la peine de regarder ce qui peut se passer en fait dans le couple.
Enfin, moi, je le vois comme ça, finalement, de se dire, bah oui, c'est parce que je suis en couple que tout va venir à moi. Peut-être que si j'étais pas en couple, ça viendrait peut-être pas de la même façon. Et peut-être que je pourrais l'ignorer. Là, je suis face à quelqu'un 24 sur 24. À un moment donné, j'ai pas le choix que d'aller regarder ce qui coince ou de regarder ce qui fait un petit peu mal quelque part. C'est vraiment ça l'intérêt de cette intimité, on va dire, où justement, là, on est bien obligé de regarder là où ça fait mal quelque part. Donc c'est vrai que du coup, on a tendance à imaginer que l'autre va venir solutionner tout ça. C'est notre deuxième partie, c'est la moitié qui vient du coup nous compléter et résoudre pour nous peut-être tous ces problèmes-là. Et donc je voulais vous regarder ce sujet-là vraiment de cet aspect de se compléter, vouloir être complété, et puis la complétude, donc vraiment l'art d'être bien avec soi, peut-être dans son unité, et d'avoir fait la paix avec peut-être toutes ces blessures et tous ces manques qu'on pourrait ressentir. Laurent, du coup, ça m'intéresse de venir regarder ce que tu penses de ce sujet, de se compléter. Pourquoi est-ce qu'on vient toujours choisir inconsciemment, quelque part, l'autre? Est-ce que tu as pu constater que c'est le cas, en tout cas, ce que moi j'ai observé, mais finalement que l'autre n'est jamais là par hasard, quoi, qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fou que de venir comprendre que l'autre vient nous apporter quelque chose de très particulier dont on est en manque, en fait. Ouais, absolument. Il y a une double, enfin, il y a différentes complexités. Il y a une première complexité qui est à la fois on est euh, motivé par une pulsion de l'union, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc cette recherche du lien, elle est motivante pour nous, elle est fondamentale pour nous. Et en même temps, on est motivé par une pulsion de devenir soi-même. Alors ça veut dire que à la fois on essaie d'être soi-même tout en étant en même temps uni à l'autre. Donc il y a cette complexité-là qui est comment être soi-même et en même temps uni à l'autre. Et alors dans le genre glamour, hein, souvent ce qui nous unit au départ, en psy, c'est ce que l'on dit, c'est que ce sont nos névroses qui se connectent, n'est-ce pas? Et ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est d'une certaine façon des parties inconscientes, des dimensions inconscientes de soi-même que l'on projette sur la personne et chez qui on va espérer qu'elle va venir nous répondre et nous apporter nos manques, guérir nos blessures dont tu parlais, parce qu'on cherche la complétude à la fois en soi, mais aussi dans le couple. Et c'est pour ça qu'on va attirer le bon partenaire, pour nous montrer ce qu'on a aussi également à compléter, guérir, travailler. Euh, alors ça veut dire que on va chercher dans l'autre cette sensation d'union dans la relation, mais cette recherche, elle devient problématique à partir du moment où on en devient dépendant. Et oui. Et c'est là où on doit aller faire ce chemin d'exploration à l'intérieur pour d'abord aller chercher, de mon point de vue, cette sensation d'union à l'intérieur de soi-même, de moi-même, avec tout ce travail des profondeurs dont parle Jung, euh, en ayant conscience, et c'est aussi pour moi, dans mon expérience en tout cas, personnelle et celle de mes patients, de cette complexité qui est, il y a deux mouvements dans le couple, il y a un mouvement vers l'autre, et puis il y a un mouvement vers soi-même. Euh, et ça, c'est pas toujours, on n'en a pas toujours conscience d'une part, et même quand on en a conscience, c'est pas si facile que ça à accepter. Et puis c'est pas si facile que ça à entendre si je suis le conjoint, le partenaire, l'autre dimension du couple, quand mon conjoint ou ma partenaire ou l'autre, voilà, mon amoureux là, mon amoureuse, vient me dire j'ai besoin d'être seul aussi pour être mieux dans mon couple. Si j'ai pas accès à ça aussi, encore une fois, dans mon attachement précoce ou dans ma vision de l'amour ou dans mes valeurs, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Alors là, ça vient me titiller pour pas dire autre chose, pour pas dire me faire vaciller Oui. ou, voilà. Alors voilà, c'est cette complétude-là, comment il y a ce titre il y a un livre qui s'appelle Qui aime quand je t'aime, qui aime quand je t'aime. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très chouette ce livre. C'est derrière le je, c'est qui parle quand je dis je Mhm. t'aime, c'est qui ce je. Et d'aller connaître ce je, d'aller répondre aux besoins de ce je à l'intérieur de nous, parce que l'intérieur, il se soigne jamais par l'extérieur, en théorie.
même si on a quand même tendance à le faire, ou j'ai quand même tendance à aller à l'extérieur pour soigner mon intérieur. C'est pas comme ça que ça se passe. On sait que c'est pas ça. Donc l'intérieur, il se soigne avec l'intérieur, il se guérit, il se construit, il se transforme avec nos ressources à l'intérieur. Et une fois qu'on est allé voir cela et qu'on essaye de répondre à nos besoins avec les ressources que l'on a, on gagne une grande, grande liberté, notamment par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'extérieur. Euh, et on n'attend plus de l'autre qui vienne répondre à nos besoins, qui vienne nous sécuriser, qui vienne nous rassurer, même si on peut le demander, mais en conscience. Quand on le demande en conscience, c'est différent. Mais de manière inconsciente, voilà, on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur et donc d'aller dans notre couple à l'extérieur pour aller chercher ce dont on a besoin. Et ça, c'est une grande liberté pour nous-mêmes et c'est une grande liberté dans le couple. Parce que sinon, ça fait peser sur l'autre beaucoup de poids. Une responsabilité de notre bonheur Une à nous. responsabilité. Oui. Absolument. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Non, c'est très clair, c'est très, très, très clair. Marie, est-ce que tu voulais regarder peut-être ce côté de se compléter, ce complétude? On avait abordé ensemble l'unité. Donc voilà, est-ce que effectivement, dans le couple, est-ce qu'on arrive à trouver chacun notre unité? Est-ce que c'est possible finalement? Parce que quand j'ai écouté Laurent, je me disais, mais si l'autre n'est pas prêt à arrêter de nous sécuriser, si effectivement on a un problème de sécurité et qu'on arrive à le résoudre soi-même, bah finalement l'autre peut être vexé de plus jouer le rôle, quoi. Et c'est pas forcément facile de ne plus être l'autre moitié. Je sais pas comment tu vois ça toi, au niveau de cette complétude d'être soi et d'être soi, et que le couple du coup lui aussi soit complet finalement, que chacun des deux soit complet, que le couple lui ne soit pas en souffrance par rapport à la complétude de l'un. Tu soulèves un point qui pour moi est justement complètement fascinant. C'est mais vraiment dans l'histoire du couple justement, quand comme on bouge à chaque instant et tout est toujours juste, c'est vrai on peut voir, et autour de nous tout le monde le voit, on peut voir des couples qui fonctionnent j'allais dire sur cette dépendance ou sur le fait d'aller chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, de combler ses besoins avec l'autre. Il y en a qui passent toute leur vie comme ça et c'est ok, ça existe. C'est important pour moi de le préciser par rapport aux gens qui vont nous écouter aussi, c'est que c'est vrai que là on est en train de cheminer vers ce qu'on appelle le couple sacré, donc d'ouvrir à une autre dimension du vécu du couple. Mais moi j'observe tous les jours des gens qui sont un peu béquilles l'un avec l'autre, mais pour autant ils ont trouvé leur point d'équilibre entre guillemets, et puis ils n'ont pas la nécessité d'aller chercher plus loin, et pour autant ils vont passer toute leur vie de couple ensemble et tout est ok. Par contre, c'est vrai que si on a un chemin d'âme, où on a envie, où on est poussé, ou je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, au final, et ben là, effectivement, on va vouloir aller goûter la complétude. Et pour moi, la complétude, ça commence vraiment chez soi, effectivement. Et quand je suis sur ce chemin avec moi, d'aller trouver comment je peux être complet par moi-même et de par mon intérieur, exactement comme vient de l'expliquer Laurent, ben là, si je suis déjà dans un couple, c'est vrai que ça peut secouer quand même un peu, hein. Parce que si moi je suis engagée sur ce chemin-là et que le compagnon ou la compagne que j'ai à mes côtés, eh bien, c'est pas son heure entre guillemets, ou c'est pas voilà, il est pas dans cette démarche-là, c'est pas son souhait, c'est pas, ça peut effectivement créer des décalages. Mais encore une fois, quand je dis que c'est fascinant, c'est que pour moi tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Donc moi je peux bouger et comme par miracle l'autre, eh ben, on sait pas pourquoi, lui aussi va faire un bout de chemin, alors que j'ai pas cherché à le convaincre, j'ai pas cherché, juste j'existe dans ma complétude et j'ai pris ce chemin-là. Et oui, je peux sortir effectivement d'une forme de dépendance ou dans ma quête d'aller chercher chez l'autre la sécurité. Tu parlais de la sécurité. Oui, je peux exemple, très bien, voilà, sortir de ça de par mon propre cheminement, tout en restant dans mon couple et que mon couple continue à vivre. Et du coup, ça va. Il faut accepter, ça demande d'accepter du coup qu'il y ait des déséquilibres, voilà, qu'il y ait des grands passages, parfois assez longs, quand on regarde dans l'histoire de nos couples, où d'un coup on est en déséquilibre, et de garder cette confiance que je suis en justesse pour mon propre chemin et je laisse la liberté à l'autre du coup d'être sur son propre chemin. Et à un moment donné, si c'est juste pour notre histoire de couple, on va se retrouver. L'équilibre va se recréer à un moment donné et hop, on va continuer jusqu'au prochain. Tac, tac. Ça va faire un peu les sables mouvants et hop, et c'est comme ça.
finalement, le couple grandit. Mais il se peut aussi qu'effectivement, l'autre ne soit pas en capacité de me voir aller dans ma complétude, ou que je ne sois pas en capacité de voir l'autre aller dans sa complétude. Et là, c'est vrai que ça peut créer effectivement des gros conflits ou des séparations, parce que, et ça, je peux parler vraiment d'un vécu personnel aussi, c'est que ça va aussi avec la famille d'ailleurs. Hein. Là, on parle du couple, mais ça, quand on est sur ce chemin de sa complétude, qu'on se découvre et qu'on est de plus en plus nourri et uni à l'intérieur de soi, effectivement, on change complètement notre manière d'être en relation avec notre extérieur et donc dans notre couple. Et l'autre peut se rebeller, celui avec qui on est en relation. C'est-à-dire Oui. qu'il veut nous maintenir en quelque sorte dans ce qu'il a connu, parce que ça le rassure et que là, on est en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il peut y avoir ces formes aussi où l'autre veut nous maintenir dans ce qu'on était, alors que nous, on a éclos comme une fleur. Donc, c'est pas simple. C'est ce qui rend la chose fascinante, c'est vraiment pas évident. Et encore une fois, tout est toujours juste. C'est-à-dire, quel que soit le couple que je vis, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle je suis, les boutons sur lesquels l'autre appuie, ou sur lesquels moi j'appuie pour l'autre, ils sont toujours justes. Après, c'est qu'est-ce que je choisis d'en faire? Est-ce que je choisis de les voir, de les conscientiser? Est-ce que je choisis d'être constructif avec? Ou est-ce que voilà, j'ai pas les moyens, ou c'est pas le moment pour moi, et je laisse glisser. Mais la complétude, c'est vrai que c'est comment je me sens complète en fait. Comment je me sens complète quand je suis avec moi en fait. Et alors là, ça va être encore une fois un regard, et c'est absolument aucune vérité dans ce que je partage, c'est vraiment une expérience. Moi, j'ai trouvé cette complétude grâce à la combinaison finalement, à la fois d'avoir connu des couples béquilles. Bon, moi, j'aime bien cette expression, mais je la trouve rigolote. Elle est mignonne, quoi. C'est les couples où on s'appuie comme ça parce qu'on croit qu'on sait pas qu'on peut tenir tout seul, en fait. On sait pas qu'on peut aller rencontrer nos blessures, qu'on peut les traverser, les transcender, les alchimiser, y mettre l'amour. Et donc, on croit qu'à l'extérieur, voilà. Donc, moi, j'ai appris à aller vers ma complétude grâce à ces couples béquilles. Donc, je les honore aujourd'hui, ces histoires-là, qui m'ont vraiment été des propulseurs dans mon chemin. Et à la fois parce que j'ai accepté d'aller être seule pendant un temps. Voilà. À un moment donné, j'ai fait un break et j'ai eu besoin de revenir à moi et de me dire, OK, comment je me goûte toute seule? Comment vraiment je regarde comment je peux nourrir moi-même mes besoins. D'abord, c'est quoi mes besoins? Parce que déjà, c'est vrai que, comme disait Laurent, on n'est pas toujours conscient de ce dont on a besoin. Mais si je suis pas conscient pour moi, comment je peux être conscient pour l'autre? Comment je peux comprendre ceux de l'autre? Et comment je peux faire avec les deux, quoi? Waouh! Oui, c'est ça. Ça, c'est le wouh! Donc voilà, comment je fais ce chemin-là? Et il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que du coup, quand je prends ce temps, je découvre mon jardin. Pour moi, c'est comme si je découvre mon jardin, et c'est comme si je mets de la lumière, et toujours un petit peu plus loin, et toujours un petit peu plus loin. J'éclaire par moi-même, en fait, de plus en plus tout mon jardin intérieur. Et à partir du moment où je suis en amour, du coup, avec l'ensemble de mon jardin, là, je peux aller l'offrir. Je peux aller dire, ah, bah, tiens, maintenant, je serais heureuse de pouvoir rencontrer un autre jardin illuminé. Et comment est-ce que nos deux jardins ensemble, ils vont pouvoir faire la fête, quoi. Voilà. Et ce qui veut dire aussi, et qui a vraiment été une grande découverte pour moi, c'est que quand j'éclaire par moi-même mon jardin, à partir du moment où je l'ai éclairé, je ne laisse plus rentrer dans ma vie quelqu'un qui éclaire moins que ce que j'éclaire moi-même. Donc, je vais attirer à moi, je vais faire entrer dans ma vie des nouvelles relations, en fait. Et en amour, je vais faire entrer un homme ou une femme qui va être en capacité de voir la totalité du jardin que j'éclaire. Je vais plus pouvoir aller chercher quelqu'un qui ne va ne voir qu'un petit bout de mon jardin. Et je vais peut-être même aller chercher quelqu'un qui va avoir éclairé encore plus grand que ce que j'ai déjà vu moi. Mais pas l'inverse. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc en fait, on rencontre l'autre et effectivement, ça nous permet peut-être de voir un peu plus grand si on est capable justement d'aller regarder en soi. C'est ce que je comprends finalement de ce que vous avez dit. Et donc du coup, ce qui m'interpelle, c'est de venir aborder cette notion de miroir. C'est-à-dire que souvent, en développement personnel, on va lire cette notion de miroir. L'autre est ton miroir. Et donc, la façon d'interpréter le miroir est assez fausse. Enfin, moi, en tout cas, je ne la comprends pas de la façon dont elle est expliquée. C'est-à-dire que si je vois que mon mari
ou que mon conjoint est égoïste ou est radin, est-ce que ça veut dire que moi je suis radin? Est-ce que ça veut dire que moi je suis égoïste? Ce que je vois comme défaut chez l'autre, c'est ce côté miroir-là, puisque dans l'intimité, on va voir beaucoup plus de choses finalement qu'avec une relation tierce. Là, vraiment, c'est l'intimité du couple qui permet d'aller voir des choses peut-être qui nous dérangent chez l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire du coup sur moi, ce miroir-là? Qu'est-ce que ça vient révéler en fait de moi, en fait, ce miroir-là? Je sais pas si Laurent veut prendre la parole là-dessus, sur cet effet miroir de ce que je vois chez l'autre et qui me dérange en fait. Qu'est-ce que ça vient révéler de moi en fait? Oui, et peut-être de repartir dans depuis l'une des premières phrases que tu as mentionnées tout à l'heure, en fait, en introduction, c'est être en couple, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Ça veut dire que cet échange-là, cette friction avec l'autre va nous servir de miroir. Et les problèmes vont éclater sur le terrain du couple. De toute façon, c'est ce que disait Marie, ce qui doit être révélé va se révéler, et ce sera parfait sur le terrain du couple. Ça veut dire qu'à la fois j'ai besoin de l'autre pour me révéler à moi-même, et l'autre vient aussi m'apprendre, me montrer là où je me suis oublié, là où je me suis éloigné de moi-même, là où je ne me suis pas réalisé, là où j'ai oublié ma force créatrice, là où j'ai oublié mon amour, là où, etc., etc., etc. Cette notion de miroir, elle est aussi liée d'une certaine façon au narcissisme, hein. On se voit nous-mêmes tels que les autres, et notamment nos parents, nous ont regardés. Donc le regard de l'autre est venu à un moment donné définir la façon dont je vais pouvoir me regarder moi-même. En fonction du regard, on comprend vite que soit il était positif, soit c'était un peu plus compliqué. Et quand c'est un peu plus compliqué, eh bien ça crée des manques, des besoins, des blessures que je vais essayer d'aller chercher à l'extérieur, notamment chez mon partenaire pour qu'il me mette en valeur si j'ai besoin d'être mis en valeur parce que j'y arrive pas tout seul. Comme un faire-valoir ou comme, je sais pas. Mais ça se voit souvent, malheureusement. Et je ne dis pas que je ne le fais pas. Des fois, j'aime bien quand mon partenaire ou ma partenaire me dit « Oh oui, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es grand et lumineux. » Bon, ben voilà, ça vient me remplir un petit peu parce que j'ai oublié que je l'étais fondamentalement par nature, en fait, hein. Donc, toujours cette question de apprendre à s'aimer suffisamment tout seul, aller s'aimer soi-même, pour pouvoir vivre différemment cette relation de couple. Et puis dans ce que l'autre nous renvoie, il y a bien sûr nos propres blessures, je crois, et puis il y a aussi l'acceptation ou pas de la différence. C'est-à-dire que quand je viens noter quelque chose qui vient me perturber, pourquoi est-ce que ça vient me perturber? Donc il y a aussi là ce double mouvement-là, qui est, je regarde à l'intérieur de moi à quoi ça fait écho. Et puis une fois que je suis plutôt à l'aise avec ça, ou en paix, ou que je suis allé le travailler, ou que je suis allé en prendre conscience, de regarder aussi ce qui m'empêche d'accepter la différence. C'est-à-dire que l'autre, il est autre. Alors ça, c'est pas si facile à accepter que ça, parfois. De voir que comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut agir comme ça? Comment est-ce qu'il peut réagir comme ça? Les hommes viennent de Mars et puis les femmes, je sais plus d'où, mais quand même, quoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit aussi différents? Mais on a cette question-là aussi avec nos enfants. En tout cas, moi, je l'ai avec mon enfant. Comment il est pas de moi, celui-là. Comment il fait pour réagir comme ça? C'est pas moi. Et là, c'est une difficulté en couple parce que quand on essaye de définir l'autre en fonction de nos blessures ou de nos besoins, là, on fait prendre à l'autre un rôle, une responsabilité et de toute façon une définition qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est un des grands écueils, hein, qu'on rencontre dans les couples. C'est comment est-ce que je parle au nom de l'autre, je parle pour l'autre, et puis surtout, j'ai envie de le faire rentrer dans les cases qui me conviennent bien, parce que ces cases-là, elles viennent me rassurer. Et que si j'en prends pas conscience, et si je fais pas ce travail d'exploration à l'intérieur, eh bien, j'en prends pas conscience, et je continue à lui faire porter quelque chose, projeter sur l'autre et attendre de l'autre beaucoup de choses pour venir me répondre et venir répondre à mes besoins et me sécuriser encore une fois.
Donc c'est un vaste, c'est un Mhm. chemin. Je suis d'accord avec Marie, c'est juste passionnant parce que ce chemin, d'une certaine façon, d'aller-retour, ce double mouvement-là, dans le mouvement, il y a le déséquilibre, hein, sinon on ne serait pas en mouvement si on était toujours comme ça, là, stagnant. Donc ça fait partie du mouvement et de l'évolution du couple, d'être parfois en déséquilibre, donc de recréer l'équilibre qu'on avait créé au départ. Et si ça, on n'en prend pas conscience, c'est compliqué dans la pérennité de continuer à vivre en couple, il me semble. Oui, bah merci. Du coup, oui, c'est ça. C'est ce déséquilibre à rééquilibrer quelque part. Et c'est tout l'intérêt et toute la projection, le chemin, en fait, finalement. C'est recréer des équilibres tout le temps, permanents. Euh, Marie, pardon, Et vas-y. j'aimerais, pardon, juste, excuse-moi, je Vas-y, t'interromps. vas-y. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce que disait Marie. Est-ce que je peux me goûter moi-même? Est-ce que Oui. je crois que tu as dit ça, Marie. Et c'est une question aussi qu'on peut se poser dans le couple. Est-ce que je peux déguster la présence de l'autre euh, telle qu'elle est, quoi? C'est vraiment, et là, on reparle des formes d'amour aussi, mais enfin, qu'est-ce que représente l'autre? Est-ce que je peux, ouais, prendre du plaisir, vraiment déguster le fait d'être en couple? Ce qui veut dire aussi pouvoir me goûter moi-même et me déguster moi-même avant, quoi. Oui, 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 oui. Et du coup, Marie, est-ce que tu as envie de nous parler, toi, peut-être de la façon de compléter ce que dit Laurent, parce qu'effectivement, c'est très clair, cette idée de miroir, de ce que l'autre, en fait, vient révéler, et de sa différence, du coup, puisqu'effectivement, c'est un miroir qui est un peu tronqué, en réalité. C'est pas vraiment notre image qui se reflète, mais c'est peut-être notre vision de l'autre qui a besoin et l'autre doit rentrer dans cette vision-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Ce qui résonne pour moi, là, en vous écoutant, depuis tout à l'heure, c'est la notion de responsabilité qui vient. Dire que, effectivement, quand je suis en relation avec l'autre, il va sans arrêt me renvoyer des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement cet effet miroir. Et bah, j'ai plusieurs possibilités face à ça. Effectivement, soit je vais rentrer dans le jugement, et comme tu disais, après, je peux dire, bah tiens, il est radin, il est égoïste, il est ceci, il est cela, et je le mets dans une case et je lui colle des étiquettes. Et puis, voilà, je suis pas sûre que ça apaise beaucoup, finalement. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps et que spontanément, il m'arrive, voilà, c'est un peu le jet spontané. Après, c'est voilà, est-ce que je décide d'en rester là ou est-ce que je vois ça comme une expérience qui, de toute façon, comme tout est expérience pour me faire avancer. Et là, je reprends ma responsabilité. Voilà. Pour moi, il y a cette notion de responsabilité, elle est grandiose depuis que j'ai commencé à l'intégrer, de me dire, ok, il se passe ça, il se passe quelque chose, l'autre a un mot, une action, un comportement, et paf, ça me fait un truc miroir avec moi. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est là que j'ai le choix, en fait. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Et donc, je peux choisir de prendre la responsabilité d'aller regarder effectivement quelle est la réflexivité qui s'inscrit en moi, sur quel bouton c'est venu appuyer, qu'est-ce qui est derrière ça. Et il peut y avoir plein de choses. Soit ça peut venir réveiller une blessure, effectivement, comme on l'a beaucoup dit. Ça peut venir réveiller, comme disait Laurent, le fait que l'autre, il est différent. Et que sa manière d'être dans son monde n'est pas la manière dont je suis dans le mien. Et par rapport à ces histoires de monde qui cohabitent, là encore une fois, c'est une aventure extraordinaire. C'est-à-dire que quand je reprends cette responsabilité de ne pas laisser à l'extérieur, de dire oh bah regarde-moi lui, il est encore dans sa bulle, voilà, incapable de penser aux autres, pas du tout voilà égoïste, etc. Si je reste là-dessus, je me prive d'aller rencontrer son monde en fait. Et donc si je reprends les rênes en fait et que je me dis tiens ah, c'est hyper étonnant. Alors, dans mon monde, ça n'existe pas, par exemple. Moi, ça, non. Moi, j'aurais été dans la générosité immédiate, j'aurais ouvert la porte grand, j'en sais rien, tu vois. Et là, j'observe qu'en face, ben, l'autre, il fait pas du tout ça. Waouh. Oh, et ben, je prends du temps pour moi. Dans ces cas-là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est fondamental dans le couple, c'est qu'il y a énormément besoin de passer du temps avec soi, hein, finalement aussi. Parce que ça réveille, c'est un ping-pong, quoi. C'est sans arrêt des boutons qui s'allument, etc., un peu dans tous les sens. Et c'est super cool de venir s'arrêter avec soi 2 secondes, dire tiens, la vache, oh, ah là, il s'est mis à faire ça. Pour moi, dans mon monde, c'est très égoïste. Tiens, mais dans son monde, c'est comment que ça se passe? Et là, j'ai la curiosité. Et une fois que moi, je suis en paix, en réflexivité avec moi, je peux revenir chez l'autre et je peux m'intéresser.
dire, ah, j'ai observé tout à l'heure, tu as eu tel comportement ou tu as dit telle chose, j'ai été surprise, tiens, c'est comment pour toi, en fait? Ça veut dire quoi dans ton monde, etc. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a plus de jugement qui a lieu d'être. Oui. C'est juste qu'on a construit nos mondes à partir de nos environnements familiaux, tous nos contextes de société, etc. Et qui sont juste radicalement différents. Et donc, cet effet miroir, encore une fois, c'est une richesse. C'est vraiment une grande, grande richesse. Mais j'ai le choix. À chaque instant, j'ai le choix de savoir ce que j'en fais. J'enferme ou j'ouvre. Et c'est intéressant du coup de se dire qu'il faut ouvrir en fait, hein, puisque le couple, on a tendance à imaginer que c'est l'intimité pure, que c'est quelque chose qui va se renfermer sur soi, une sorte de fusion comme ça de bulle, et on s'enferme, on est bien avec l'autre et on reste comme ça dans notre petit truc, et le monde extérieur est dramatique, mais nous on est bien, on est à deux, on est bien. Et finalement c'est peut-être pas ça, c'est l'idée de s'ouvrir soi pour aller regarder le monde de l'autre, et c'est un extraordinaire d'ouverture par rapport à l'idée peut-être de s'enfermer dans cette image de couple assez idéaliste qu'on peut avoir en fait dans l'idée. Et c'est du coup la transition avec le dernier sujet de cette émission qui est le 1 + 1 = 3. Parce qu'effectivement, ce que je comprends quand même, c'est que si je suis 1 et que je suis bien complète, et que l'autre est 1 et qu'il est bien complet, en réalité, le couple, lui, est une troisième entité, est une projection finalement de nos complétudes, est en tout cas une entité à part entière et complète. Et là, on rentre dans un sujet un petit peu perché, effectivement, où on va toucher à cette idée de couple sacré où, effectivement, l'un est bien avec l'un, l'autre est bien avec lui-même, enfin, tout le monde est bien avec soi, et ensuite, on accepte de mettre quelque chose dans un espace, et c'est cet espace-là qui va contenir l'amour inconditionnel, l'amour infini, la sexualité sacrée, le partage et la communication juste parfaite. En fait, c'est vraiment dans cet espace-là qui va être un espace à part de couple, en fait, et vraiment d'entité particulière. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre lorsqu'on s'identifie vraiment bien à soi et qu'on identifie bien l'autre, mais quelque part, d'imaginer que ce couple, c'est presque une troisième personnalité à part entière qui se crée et une énergie particulière qui se crée et qui vient du coup nous toucher, nous amener à évoluer. Je te vois qui c'est, Laurent. Est-ce que tu veux prendre la parole là-dessus? Oui, je veux bien prendre la parole. Je ne sais pas si je suis un expert là pour le coup en la matière, parce que c'est vraiment une voie. Enfin, d'une certaine façon, c'est le Graal, Oui, le Graal du couple pour moi. On n'est plus dans la fusion, le nous indifférencié. On est au-delà même de la différenciation, dans le 1 + 1 = 2. On est vraiment dans ce que tu dis, dans la création de quelque chose de nouveau, quoi. Création, élévation, je ne sais pas, c'est de l'ordre du sublime. D'une certaine façon, à ce moment-là, ou à ce niveau-là, ou peut-être à ce niveau de conscience, ou d'énergétique aussi, de ressenti, de la façon dont on le vit, dans cet état d'être-là, l'amour, la liberté, tout ça, ça se rejoint, ça fait plus qu'un, c'est vraiment un ensemble, il n'y a plus de dualité, il y a une ouverture, tu parlais d'ouverture, je pense que c'est très important, l'ouverture. L'homme avec un grand H, là, il est ouvert dans tous les sens, en hauteur, en largeur, en profondeur, et il est dans l'ouverture, dans l'unité, dans la créativité. Et le couple en tant qu'organe vivant aussi, et dans cette ouverture-là, dans cette unité-là. C'est un amour qui dépasse tout, hein, de mon point de vue, c'est cet amour qui fait tourner les galaxies, les étoiles, et nous illumine, et puis nous fait avancer aussi, qui nous fait accéder à plus grand, quoi. Et quand on arrive, peut-être avec parcimonie pour moi, dans de très faibles moments, à créer cet environnement-là, dans mon couple, hein, j'entends, là on est plus grand et on est plus haut, quoi. On est vraiment, ça dépasse tout, ça dépasse tout. On retrouve ça aussi dans la sexualité. Ça veut dire que dans ma sexualité, j'attends pas de toi que tu viennes me rassurer, ou j'attends pas de toi que tu viennes m'aimer. On dépasse ça, et puis je t'offre mon amour, je m'offre à toi. J'existe pas à travers toi, je
je te remercie d'être là. Voilà, je te demande pas d'être l'objet de mon bonheur. Je suis content que tu sois là. Je salue peut-être même la grâce d'être avec toi. Et ça, quand on arrive à cette fluidité-là, en termes énergétiques, vibratoires, émotions, d'amour, euh, j'avoue que c'est une recherche qui est assez sympa, quoi. Et un état d'être vraiment très très précieux. On parle de l'ordre du précieux là pour moi, je trouve. Et pour moi, c'est ça le couple sacré. En tout cas, la façon dont j'aurais envie de le vivre moi-même, dans ce moment-là où la relation, c'est de la création. La relation, c'est du don, c'est de l'amour. L'amour entendu dans ce sens très, très ouvert là, très libre là. Euh, Avec peut-être quelque chose qui est de l'ordre de, puisque c'est de la création, c'est de le recréer tout le temps et de prendre conscience qu'on est en mouvement, même dans cette création-là, on reste en mouvement, comme le disait Marie tout à l'heure, et ça veut dire aussi prendre le temps de s'arrêter pour voir où est-ce qu'on en est dans ce mouvement-là. Alors, s'arrêter soi-même et puis s'arrêter en tant que couple. Prendre ce temps-là en tant que couple pour regarder où on en est dans notre vie quotidienne, dans notre sexualité, dans nos rapports au monde extérieur, nos rapports à notre monde intérieur, nos rapports à nos corps, nos rapports à plus grand que nous. Ça, ce sont vraiment des moments privilégiés. Et si on arrive à les créer, tout en étant dans ce niveau vibratoire-là, dans cette énergie d'amour-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du sacré en nous, et donc du sacré dans ce que l'on met dans le couple, du sacré dans le couple aussi. Ben, je te remercie parce que tu viens de mettre des mots, hein, en tout cas, et de définir peut-être ce que beaucoup de nous, en tout cas, peuvent ressentir à l'intérieur de soi comme un appel, comme un trésor, comme un Graal à trouver finalement. Marie, est-ce que tu veux toi aussi jouer au jeu de, de définir ce qu'est le couple sacré? Oui, avec joie. J'écoutais et je me disais, tiens, en langage des oiseaux, sacré, sacré, ça, sacré. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est la création. C'est ça. Et ouais, sacré, quoi. Voilà, y a vraiment quelque chose de je suis dans mon unité, tu es dans ton unité, et ensemble, bah, effectivement, ce trois, il y a à la fois la dimension du couple elle-même, et puis pour moi, il y a du coup aussi ce qui s'offre du coup au monde, de par notre relation de couple, et donc sacré autour aussi. Je trouve ça assez merveilleux de voir, effectivement, quand on est dans un couple, ben voilà, qui est dans ce chemin d'amour vraiment et de complétude et de joie partagée, combien ça rayonne autour, combien ça offre, combien ça crée de possibilités aussi dans tout ce qui nous entoure. Je trouve ça assez merveilleux. La notion de liberté est très présente pour moi. Et du coup, en étant dans ce partage sur ce couple sacré, ok, je vais le déposer. C'est rigolo. Je vais vous déposer quelque chose qui est très personnel, du coup, mais dans mon couple actuel, vivre pour nous le couple sacré, c'est avoir la capacité de se dire qu'on s'aime tous les jours, de renouveler. C'est comme un renouvellement, en fait, de jour en jour, puisque comme on vient de le dire beaucoup, tout est en mouvement permanent. Celle que je suis, celle que j'étais il y a une heure est déjà plus celle que je suis aujourd'hui. Donc, ce qui vaut pour moi vaut pour l'autre. Donc, c'est un mouvement perpétuel pour se réajuster et cheminer ensemble. Et on a cette capacité de se regarder et de se dire, aujourd'hui, on s'est choisi. Aujourd'hui, on est dans cette joie de s'aimer. Demain, je ne sais pas. Parce que demain, je ne sais pas qui tu seras et je ne sais pas qui je serai. Et Oui. de poser notre volonté que cet amour partagé, ces deux complétudes, ces deux unités qui co-créent ensemble, on pose cette volonté, cet engagement, entre guillemets, de se dire que c'est notre souhait. Mais par contre, on ne maîtrise pas. Et c'est là qu'on touche pour moi la dimension du sacré aussi, c'est que l'amour est tellement plus grand que nos deux unités séparées ou même réunies, que l'amour, ben voilà, nous transcende, nous amène dans des voies et nous surprend d'instant en instant. Donc pour moi, ça ramène au présent. Vivre mon couple sacré, pour moi, me ramène beaucoup au présent. C'est-à-dire, ben là, dans l'instant du présent, oui, je te choisis. Et je renouvelle ce vœu, entre guillemets, ben presque chaque matin. Parce que chaque matin, je sais que je suis différente et tu es différent.
Et je rejoins complètement Laurent. J'ai énormément besoin d'avoir des temps où on se pose, où je me pose avec moi, mais on se pose ensemble. Où on se dit, tiens, bah justement, tout va tellement vite. Finalement, on bouge plus vite qu'on ne réalise finalement. Donc du coup, notre couple, il en est où? Du coup, qu'est-ce que ça va vite? Et donc de poser ces temps cadeaux, pour moi, c'est vraiment des gros temps de cadeaux, de s'offrir ces espaces ensemble pour se demander où on en est, chacun, où on en est ensemble, et clac, ça réenclenche et ça réajuste. Et pour moi, tout est sacré, hein. Donc le couple sacré, enfin tout est sacré pour moi aujourd'hui. Et je crois que l'une des choses les plus sacrées dans un couple sacré, c'est de pouvoir dire, de pouvoir se dire. Je goûte tous les jours de plus en profondeur à quel point je peux toujours me dire plus que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et plus je peux me dire dans mon couple, plus l'autre peut se dire aussi, et plus cette vérité entre nous va nous permettre de co-créer à chaque instant différemment, ou de renforcer ce qui est déjà existant, ou d'aller de l'avant sur autre chose. Mais vraiment, je me rends compte, et j'en fais l'expérience, je me pousse toujours plus loin, parce que je me dis, ah, ça, je l'ai encore gardé. Ah, et je m'aperçois que quand j'ose, mais vraiment aller au bout de moi, hein, d'oser me dire dans ma vulnérabilité la plus absolue, alors je touche au sacré, là aussi. Je touche au sacré qui se révèle pour moi, pour l'autre, et qui nous permet effectivement d'être dans cette danse de la co-création. Et là, on est porté, par l'amour infini, quoi. Et l'amour inconditionnel, du coup, dans ce cas-là, pour moi, j'aime beaucoup dire qu'il est conditionné par le 1. Le inconditionnel, pour moi, il est conditionné par le 1. Donc là, on s'en remet au 1, quoi. Voilà. Bah, c'était joli, dis donc. C'était bien philosophique, mais aussi bien ancré. Donc moi, je comprends effectivement que d'oser être soi dans la plus profondeur de soi et dans la noirceur de soi, dans tout ce qui peut être effectivement moi, dans ce qu'il y a de plus difficile à aller regarder chez moi, me permet effectivement d'aller le dire à l'autre et donc peut-être justement de sublimer ça et d'atteindre peut-être des niveaux d'intimité et de dialogue, de partage, de compréhension, de connexion, enfin voilà, du coup de ce travail sur moi dont on n'arrête pas de parler depuis tout le début de cette émission, de ce travail pour essayer d'être complète moi, de ce travail sur moi pour essayer de comprendre quelles sont mes valeurs, mes blessures, mes besoins, et bien finalement si j'accepte peut-être d'aller vers l'autre avec tout ça, en conscience que j'ai tout ça, et de le dire et de l'exprimer et de le poser sur la table, quelque part ça peut être sublimé justement par l'accueil de l'autre de tout ça, et donc du coup de passer à entre guillemets, un niveau supérieur de l'échelle, mais quelque part effectivement ça peut venir toucher au sublime, dans la création de ce couple qui sait qui sont ces deux personnes-là en fait et qu'on accepte de partager finalement. Eh bien, écoutez, juste une chose, parce que, excuse-moi, mais ça insiste. Ça insiste. Quand là-haut ils insistent, Vas-y. ça insiste. De dire, encore une fois, tout est juste. Vivre, entre guillemets, ce couple sacré n'est pas une fin en soi. Tout ce que nous vivons dans nos couples actuels est juste, de toute façon. Et comme tout est juste sur le chemin de chacun, voilà. Encore une fois, on peut être un couple fusion toute une vie, et c'est ok si c'est le chemin qu'on avait à vivre. Oui. On peut être un couple béquille toute une vie, et c'est ok si c'est le chemin qu'on avait à vivre. Et on peut aller vers le couple sacré si c'est le chemin qu'on a à vivre. Mais tout est juste. Ils insistent, donc oui, alors voilà. Nous sommes obligés d'entendre. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Merci pour votre regard sur ce couple sacré, sur ce couple tout court et sur ce couple sacré. Merci d'avoir mis des mots, merci d'avoir expliqué peut-être des notions plus complexes et plus compliquées. Je vous retrouve en tout cas chacun d'entre vous pour des ateliers sur ce couple et sur ce couple sacré du coup, et qui va nous permettre peut-être d'aller travailler justement un petit peu plus pour essayer d'avancer et peut-être nous compléter nous-mêmes. En tout cas, je vous remercie énormément et j'invite tous les téléspectateurs à aller regarder les ateliers qui, à mon avis, sont extrêmement puissants, en tout cas pour essayer de se retrouver soi et retrouver l'autre du coup. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous dis au revoir et donc à très bientôt pour les ateliers. Au revoir.
Merci. Au revoir tout le monde.